Bonjour. Alors après nous être penchés ce matin sur les conséquences macroéconomiques de la transition écologique, nous allons avoir cet après-midi différents focus sur les questions de banque et de finances. Banque centrale au secours du climat, quoi qu'il en coûte, et nous allons avoir le plaisir d'accueillir Jésabel Coupé-Soubeyran, spécialiste de ce sujet et qui est maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est également conseillère scientifique à l'Institut Veblen, qui est auteur de très nombreux ouvrages d'économie sous différentes formes. Je citerai aussi BD Jeunesse, l'économie en BD, et l'économie pour toutes, qui était un ouvrage important et que j'avais relayé sur Melchior. Et puis Jésabel Coupé-Soubeyran co-dirige également l'économie mondiale, la découverte CEPI, qui est une publication que nous consultons, relayons, utilisons, exploitons avec nos élèves chaque année. Et donc je suis impatiente d'ailleurs d'avoir la sortie en septembre du prochain numéro. Donc, Jésabel, je vais vous laisser la parole pour ce tour d'horizon sur la Banque centrale au secours du climat et qui sera poursuivi ensuite sur la finance acteur de la transition environnementale. Et nous terminerons cet après-midi par les enjeux géopolitiques de la transformation écologique. Jésabel Coupé-Soubeyran, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toutes et tous pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que je peux avoir juste un petit retour de votre part pour m'assurer que... Oui, tout va bien, tout va bien. Voilà. Vous avez jusqu'à 14h30. D'accord, très bien. Donc je vais essayer de surveiller. Je vais lancer mon chronomètre pour pas dépasser, et on va pouvoir lancer donc le diaporama. Je crois que c'est vous qui le lancez. C'est bien ça. Voilà. Donc merci. On va donc discuter du rôle des banques centrales et de la politique monétaire dans la transition écologique. Je vous propose de passer directement à la diapo d'introduction. Quelques mots donc d'introduction pour dire que la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés nécessite une action urgente et massive, à la fois d'adaptation et de transformation. Et donc pour cela, eh bien, il nous faut organiser, financer une transition qui désigne une phase de passage pour atteindre des objectifs concernant le climat. Donc l'objectif qu'on s'est fixé notamment au niveau de l'Union européenne, c'est de limiter le réchauffement à 2 degrés, en réduisant de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour avoir une petite chance d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Je pense que ce sont des aspects que vous avez dû voir au préalable. Cela étant, il faut avoir à l'esprit que cette transition qu'il nous faut organiser et financer, en fait, elle ne se réduit pas strictement à des aspects climatiques. Il faut également que ça englobe la biodiversité, la pollution. On a parfois une vision très étroite de la transition écologique et c'est pas neutre du tout sur la façon d'évaluer en fait les besoins d'investissement en la matière et donc les financements nécessaires. Tout cela implique une mobilisation massive et conjointe des secteurs privés et publics, c'est-à-dire que pour réaliser cette transition, eh bien, il faut arriver à mobiliser à la fois les entreprises et à la fois les acteurs publics. Il doit y avoir vraiment des synergies entre les deux. Et pour accompagner et orienter les efforts du secteur privé, eh bien, il faut des politiques publiques. Il faut des politiques publiques et des politiques publiques qui soient pas simplement des politiques publiques, je dirais, d'accompagnement. Il faut vraiment que ce soit des politiques publiques volontaristes pour prendre part aux investissements nécessaires et pour guider les investissements nécessaires du secteur privé. Passons à la diapositive suivante qui poursuit un petit peu l'introduction. Alors, la politique monétaire fait partie, en fait, des politiques publiques dont on a besoin. Elle est absolument indispensable pour arriver à aligner les flux financiers sur les objectifs bas carbone. À l'heure actuelle, les flux financiers sont très, très loin d'être sur une trajectoire menant à ces objectifs bas carbone, à ces objectifs de neutralité climatique, de neutralité carbone. Bien sûr, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire que la politique monétaire peut tout.
D'accord. La politique monétaire ne peut pas tout. Et il faut comprendre qu'elle a sa place au sein d'une combinaison, d'un policy mix de politiques dédiées à cette transition écologique. Donc, elle a sa place au sein d'un policy mix climatique, et ce policy mix climatique doit articuler la politique monétaire avec la politique budgétaire, avec la fiscalité, avec la régulation financière. D'accord ? Il faut une mise en cohérence des politiques et une affectation, en fait, de ces politiques à des objectifs climatiques. Alors, je dis ça un petit peu comme si ça allait de soi. En fait, si vous voulez, on commence à envisager les choses de cette manière, finalement, depuis peu de temps. Hein, et le discours des banques centrales a énormément changé à propos du dérèglement climatique. Elles avaient largement tendance à penser, jusqu'à il y a quelques années, qu'en fait, l'action, si vous voulez, l'action climatique incombait essentiellement à l'État. D'accord ? Donc, ce n'est que depuis quelques années, je vais essayer de l'illustrer, que les banques centrales reconnaissent le rôle qu'elles ont à jouer en la matière. Ce qui est intéressant, et je tâcherai de l'illustrer aussi, c'est de voir que la façon dont elles justifient leur action en la matière est en train d'évoluer aussi. Alors, cela étant, même si on peut, si vous voulez, essayer de bien marquer les progrès qui sont réalisés, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que les banques centrales restent enfermées dans une approche assez étroite, où elles ne perçoivent finalement que les risques du dérèglement climatique pour le secteur bancaire et financier. D'accord. Donc, si vous voulez, le risque du dérèglement pour la finance, elles n'en sont pas encore à prendre à bras le corps les risques que la finance, dans son fonctionnement actuel, font peser sur le changement climatique. Et puis, bien sûr, toutes les banques centrales n'en sont pas au même point. D'accord, dans ce chemin de réflexion, dans cette reconnaissance de l'action qu'elles ont à mener en la matière. Elles n'en sont pas toutes au même point, pas toutes au même stade de prise de conscience. Et même celles qui ont bien avancé dans le discours, dans les mots, n'ont pas forcément, si vous voulez, encore beaucoup avancé dans les actes. D'accord, donc bon, on peut voir les choses toujours avec un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Tâchons d'être un peu optimistes, mais ne surestimons pas non plus les avancées. J'en viens donc au plan de ma présentation, le temps étant assez limité. Je vous propose en fait 3 points majeurs pour essayer de faire un petit peu le tour de la question. D'abord, éclairer ce changement de discours des banques centrales, depuis quand, et puis quelles en sont les implications. Ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on passe des mots à l'action? Quelles sont les possibilités pour verdir la politique monétaire? Il y a toute une gamme d'options possibles. Je vais essayer de montrer qu'il y a des options qu'on peut qualifier de vert clair, c'est-à-dire des options qui contribueraient un peu à la transition écologique, qui contribueraient un peu à atténuer le dérèglement climatique. Un peu, ça veut dire pas beaucoup, mais qui ont l'avantage d'être compatibles avec le cadre institutionnel, et donc qui ont normalement, si vous voulez, l'avantage de pouvoir être mises en œuvre assez rapidement. Vous allez voir que c'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, en théorie, elles sont compatibles avec le cadre institutionnel. Et puis, on peut également éclairer une autre option, celle que je qualifierais de vert vif, c'est-à-dire une option qui accélérerait grandement la transition écologique, parce que elle consisterait en fait à mettre directement la Banque centrale au service du financement de la transition. Mais ça, pour le coup, surtout au niveau européen, c'est totalement inenvisageable sans une remise en cause du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, je vous en dirai un mot. Et puis enfin, on terminera par un petit tour des actions concrètes, en se concentrant notamment sur ce qu'a annoncé au mois de juillet la Banque centrale européenne, parce qu'il y a quand même eu des annonces assez intéressantes, allant un petit peu plus loin que ce qui avait été annoncé il y a un an par la BCE. On peut passer à la diapo suivante. Merci.
Premier point, le discours des banques centrales à propos du climat a changé. Je crois qu'on peut on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui le climat est devenu une préoccupation des banques centrales et des superviseurs. Ça date de quand? Alors, évidemment, si vous voulez, on construit toujours un peu des narratifs, on reconstruit toujours un peu l'histoire. Mais pour se donner quand même quelques points de repère, un point de repère important, c'est le discours de celui qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre à l'époque, Mark Carney, qui en septembre 2015, donc peu avant la COP 21 qui a été organisée en décembre 2015, peu avant, tient un discours devant un parterre de financiers, d'assureurs, de banquiers, un discours qui est resté, si vous voulez, qui a marqué les esprits, un discours sur la tragédie des horizons. D'accord, où il explique que, l'horizon du changement climatique et l'horizon de l'action pour faire face au changement climatique, c'est un horizon long c'est un horizon qui évidemment est tout à fait incompatible avec l'horizon court des financiers et des politiques. Et donc, lors de ce discours, il alerte les financiers en leur disant que le changement climatique, c'est un ensemble de risques auxquels ils vont être confrontés, et ce sont des risques de déstabilisation en fait du secteur financier. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je veux tenir le temps, mais je vous donnerai quelques références pour creuser cela si ça vous intéresse. Il y a différentes manières de lire ce discours. On peut le voir comme, si vous voulez, vraiment un catalyseur, un discours de prise de conscience qui a permis la prise de conscience. On peut le voir aussi, et ça c'est une vision un petit peu plus négative de ce discours, comme un discours qui certes a marqué les esprits, mais qui a peut-être ensuite enfermé à la fois les banquiers centraux et les superviseurs dans une approche assez étroite en fait de l'action à mener, parce que une approche consistant essentiellement à agir du fait des risques du climat pour la finance, et sans, dans le même temps, si vous voulez, prendre conscience des risques de la finance dans son fonctionnement actuel pour le climat. Bon, en tout cas, à partir de 2015, les choses ont quand même changé. Alors, il n'y a pas eu évidemment que le discours de Mark Carney, il y a eu la COP 21 quelques mois après, avec des engagements pris par les États signataires. Et dans la foulée de cela, il y a eu une mobilisation des banquiers centraux, des superviseurs qui ont constitué ensemble un réseau, le Network for Greening the Financial System, le NGFS, permettant en fait de mobiliser, de mutualiser les efforts, avec tout un ensemble de travaux d'analyse qui sont réalisés par ce NGFS qui compte aujourd'hui 114 membres. Il y a également eu, et ça c'est un autre élément marquant du changement de discours des banques centrales, un discours très important de Benoît Cœuré, qui faisait donc partie du directoire de la Banque centrale européenne au moment où il l'a prononcé, un discours dans lequel il éclaire le rôle que la politique monétaire a à jouer face au changement climatique. Et c'est un discours important parce que avant cela, on n'avait pas eu au sein de la Banque centrale européenne, une telle déclaration du rôle que la Banque centrale a à jouer en la matière. Et à partir de là, de plus en plus, si vous voulez, les banquiers centraux, alors je parle notamment de la Banque centrale européenne, mais ça vaut pour d'autres grandes banques centrales, ne s'abriteront plus derrière ce principe qui prévalait auparavant et qui servait un peu de prétexte, principe de neutralité de marché ou de neutralité monétaire, selon lequel, lorsque la Banque centrale intervient sur les marchés pour prendre des titres en garantie dans les opérations de refinancement, pour acheter des titres, elle ne doit pas déformer la structure du marché. Ce principe, il était
et il était souvent mis en avant, eh bien, ce principe-là, la Banque centrale va de plus en plus le mettre de côté en prenant conscience qu'en fait, si elle cherche à se montrer neutre vis-à-vis des structures de marché, eh bien, elle va contribuer à reproduire des structures de marché qui sont totalement défaillantes du point de vue du climat, d'accord, du point de vue écologique. Ce qui change également beaucoup, c'est la façon dont les banques centrales justifient la prise en compte du climat dans leur action. D'accord? Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça change beaucoup, c'est-à-dire que au départ, eh bien, quand les banques centrales ont commencé à reconnaître le rôle qu'elles avaient à jouer, c'était essentiellement sous l'angle de la stabilité financière, d'accord, avec une approche par les risques, qui est celle, si vous voulez, qui a été installée à partir du discours de Marc Carney, hein, approche par les risques que font peser le dérèglement climatique sur la finance. Donc des risques physiques, des risques de transition, des risques de responsabilité. C'est ainsi que les banques centrales ont commencé à installer leur volonté d'action. Et puis progressivement, notamment au niveau de la Banque centrale européenne, on a entendu parler davantage de l'objectif secondaire. Alors ça aurait pu venir beaucoup plus tôt en fait, mais l'objectif secondaire du système européen de banque centrale, c'est un soutien que la Banque centrale européenne doit apporter aux politiques monétaires générales de l'Union dès lors que ça ne porte pas préjudice à son objectif de stabilité des prix. Or, il s'avère que l'Union européenne s'est fixé un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. D'accord. Et donc, au fond, depuis 2015 quasiment, on aurait dû mettre en avant beaucoup plus cet objectif secondaire. Ça s'est fait un petit peu plus tard. Il a fallu un peu de temps, mais on commence au niveau européen à entendre davantage cette justification-là. Et les choses évoluent encore plus parce que maintenant, lorsqu'on entend Christine Lagarde évoquer le dérèglement climatique, lorsqu'on entend Isabelle Schnabel, qui joue un rôle très important en la matière, parler également de l'action de la Banque centrale face au dérèglement climatique, eh bien, ce qu'on entend, c'est une justification beaucoup plus forte. Une justification beaucoup plus forte du point de vue en fait, de l'instabilité économique et monétaire auquel expose le changement climatique, le dérèglement climatique. D'accord? Donc ça c'est très présent désormais dans le discours, le fait que la crise écologique au fond bien provoque des tensions sur les prix, sur l'activité, et que c'est donc au nom des objectifs de l'objectif de stabilité monétaire que la Banque centrale doit agir pour le climat. Alors, tout ça, si vous voulez, ce sont des éléments de discours, c'est de plus en plus présent. Il y a pas mal d'ailleurs dans la recherche actuelle d'analyse textuelle des discours des banquiers centraux et beaucoup de travaux qui montrent la montée en puissance des discours sur le changement climatique. Après, il faut passer évidemment des mots à l'action. Diapo suivante. Donc des mots à l'action. Quelles sont les options de verdissement de la politique monétaire? Je vous le disais en introduction, il y a un assez large ensemble d'options possibles pour verdir la politique monétaire. Il y a des options vert clair qui sont réalisables à cadre institutionnel inchangé. D'accord, donc pas de changement au niveau du mandat de la Banque centrale européenne, par exemple, pour y parvenir. Et puis il y a une option vert vif qui, elle, au contraire, est inenvisageable sans un changement institutionnel majeur, qui, de mon point de vue, contribuerait bien davantage à la transition écologique, mais qui constituerait un bouleversement institutionnel important. Alors, évidemment, si vous voulez, précisons que les banques centrales agissent, c'est bien normal, à l'intérieur de leur mandat.
D'accord, donc on n'a pas à attendre des banques centrales qu'elles envisagent des options qui contreviennent à leur mandat actuel. D'accord, on n'a pas, notamment, si vous voulez, à attendre de la Banque centrale qu'elle déclare qu'elle va pouvoir contribuer directement au financement de la transition écologique en faisant un prêt, par exemple un prêt à taux nul aux États de la zone euro, puisque ça lui est strictement interdit. D'accord, donc c'est pas de la Banque centrale qu'on peut attendre cela. Donc ça, c'est il faut le mentionner, il faut l'avoir à l'esprit. Et puis il faut également aussi avoir à l'esprit que le monde des banquiers centraux, des superviseurs, est un monde un peu conservateur, et le NGFS, ce réseau qui les rassemble, a de ce fait, une vision très étroite du domaine des possibles, et a même tendance, si vous voulez, à voir le verdissement de la politique monétaire comme un rétrécissement des marges de manœuvre de la Banque centrale qui peut se traduire par une perte d'efficacité de la politique monétaire. Il y a une sorte de mise en balance du verdissement de la politique monétaire et de l'efficacité de la politique monétaire. Ça nécessiterait pas mal de discussions et d'analyse, mais en tout cas c'est un peu, si vous voulez, l'arrière-plan des travaux du NGFS. Et donc résultat, pour le moment, ce n'est qu'un tout petit ensemble des options vert clair qui est envisagé, qui commence à être expérimenté. Je vais vous en parler. En tout cas, si l'on prend le cas de la Banque centrale européenne, qui pourtant, si vous voulez, fait partie des banques centrales qui sont entre guillemets les plus actives en la matière, elle est loin pour le moment d'utiliser toutes les marges de manœuvre offertes par son mandat pour verdir ses opérations. D'accord, donc il y a quand même un large ensemble il y a un large espace disponible qui n'est pas complètement utilisé, et en particulier, l'usage de critères climatiques dans la fixation des conditions de refinancement, c'est-à-dire le fait de faire dépendre le prix du refinancement, les quantités de prêts accordés aux banques dans le cadre de leur refinancement de critères climatiques, tout cela serait complètement compatible avec le mandat de la Banque centrale européenne. Et vous verrez que les petits pas qui sont réalisés aujourd'hui n'exploitent pas tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous en dire un petit peu plus quand même sur ces options vert clair, ce que j'ai appelé les options vert clair, et puis après l'option vert vif. Alors, on passe à la diapo suivante avec les options vert clair. Alors, quelles seraient les options vert clair? En gros, si vous voulez, ça consisterait à verdir les opérations de politique monétaire, les opérations de politique monétaire, et donc notamment verdir les opérations de refinancement. Alors, opérations de refinancement traditionnelles, opérations de refinancement telles qu'elles ont évolué dans le cadre des politiques monétaires non conventionnelles. Donc, ça reviendrait à faire des green MRO, ce sont les opérations principales de refinancement, ou de verdir les opérations de refinancement à plus long terme, les LTRO, de verdir également des opérations de refinancement plus ciblés, les fameux TLTRO qui ont été largement utilisés pendant la crise sanitaire. Alors, ça consisterait à faire dépendre les refinancements des banques des efforts qu'elles fournissent dans le financement de la transition écologique, c'est-à-dire que ça dépendrait, si vous voulez, de l'empreinte carbone de leur bilan pour aller vite. Dans le cadre des opérations de refinancement, ce qui peut verdir aussi, ce sont les garanties exigées. Toutes les opérations de refinancement se font sur la base de garanties qui sont des titres éligibles à ces opérations que la Banque centrale prend en pension, d'accord, comme garantie. Verdir ces garanties est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs là pour le coup quelque chose qui est en train d'évoluer. Ça consiste à n'accepter comme collatéraux que des titres émis par des entreprises qui ont de bons résultats climatiques, ce qu'on peut vérifier à partir de reporting, d'accord. Donc ne prendre en garantie, si vous voulez, que des titres suffisamment verts entre guillemets, et ça pourrait aller, ça
vous allez voir que ça va pas jusque-là, ça pourrait aller jusqu'à exclure des actifs bruns de ces collatéraux acceptés par la Banque centrale. Et puis, parmi les options vert clair, eh bien, ce qui serait possible également, c'est verdir les achats de titres privés. Ça, vous allez voir, ça commence à arriver. Donc, faire une sorte de green QE, mais au niveau des titres de titres privés, donc en faisant dépendre ces achats de titres par la Banque centrale de l'empreinte carbone des entreprises émettrices. D'accord? Donc toutes ces opérations-là que je viens de mentionner, verdir les opérations de refinancement, verdir les collatéraux exigés, c'est-à-dire les garanties exigées, verdir les achats de titres privés, tout ça c'est parfaitement compatible avec le mandat de la Banque centrale européenne et avec le mandat des grandes banques centrales. C'est une autre histoire pour le vert vif et c'est donc la suite. Donc, vous voyez, dans les options que j'ai mentionnées, dans les options vert clair que j'ai mentionnées, eh bien, la Banque centrale ne finance pas directement la transition écologique. Ça pourrait sans doute contribuer au réalignement des flux financiers sur des objectifs bas carbone, mais ça ne mobilise pas du tout directement la Banque centrale dans le financement de la transition. Alors, ce qui pourrait amener la Banque centrale à faciliter le financement de la transition, ce serait un QE vert, mais non pas d'achat de titres privés, un QE vert d'achat de titres publics. Pourquoi je l'ai pas mentionné dans les options vert clair, l'achat le QE de titres publics? Parce qu'en fait, vous comprenez que ça obligerait, si vous voulez, Banque centrale et État à se rapprocher beaucoup. Et donc, ça aurait des implications en termes de gouvernance et notamment au niveau de l'indépendance de la Banque centrale, qui seraient des implications assez fortes. Donc, on sort du vert clair. Est-ce que ça contribuerait directement au financement de la transition? La réponse est non. Ça faciliterait le financement de la transition, mais ça n'y contribuerait pas directement. L'option vert vif, dont je souhaite vous dire un mot, eh bien, cette option-là, au contraire, elle consisterait à ce que la Banque centrale prenne directement en charge le financement de programmes d'investissement public. Alors, bien sûr, il faudrait que ce soit bien délimité, qu'on définisse d'une manière suffisamment démocratique les investissements de transition ayant à être pris en charge par la Banque centrale. Ça pourrait passer par des prêts directs de monnaie centrale aux États, admettons à taux zéro, d'accord? Et là, ce serait en fait des financements hors marché, absolument pas sujets aux tensions, aux humeurs des marchés financiers, humeurs qu'on va sentir bien davantage là, avec la remontée des taux d'intérêt dans un contexte inflationniste. Donc, pour être tout à fait, si vous voulez, important de s'en défaire. Et puis, on pourrait aller encore plus loin pour certains investissements de publics dans la transition écologique. On pourrait même envisager des dons de monnaie centrale, c'est-à-dire un financement tout à fait libre de dette pour que les États n'aient pas à rembourser les sommes mise à disposition par la Banque centrale pour réaliser ces dépenses. Alors bien sûr, ça, si vous voulez, ça ne pourrait être que dans des cas bien délimités de dépenses non rentables, ne débouchant pas sur des réalisations financières permettant de les rembourser. Tout ça, c'est strictement interdit dans le cadre actuel du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce qu'il y a le fameux article 123 qui interdit au système européen de banque centrale d'apporter une assistance financière directe aux États. Ça ne serait envisageable que dans un cadre de gouvernance très différent de celui qu'on connaît actuellement, avec une nouvelle structure de concertation qui mettrait autour d'une même table des représentants de la Banque centrale, des représentants de l'État et des représentants de la société civile. Alors, on me dit qu'il faut que j'aille très très vite, que je boucle. Alors, je vais pas beaucoup développer la diapo suivante, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que la transition écologique a besoin d'un mix de financement. On fera pas tout avec des financements privés, et dans les financements publics qu'il faut mobiliser, eh bien on fera pas tout avec des financements publics de marché.
D'accord. Il y a plein d'investissements, de dépenses dans la transition écologique qui seront pas suffisamment rentables pour pouvoir en fait être financés par de la dette. D'accord. Parce que la dette publique, c'est une dette de marché. Et donc c'est là, si vous voulez, que ces histoires de dons de monnaie centrale prennent tout leur sens. On pourra en discuter s'il y a un petit moment de questions. Juste un mot sur les actions concrètes pour pouvoir conclure. Donc c'est la diapo suivante. Début juillet, eh bien la Banque centrale européenne a fait des annonces qui sont tout à fait encourageantes et qui vont plus loin que ce qu'elle avait annoncé à l'issue de sa révision stratégique de l'an dernier. Ce qui va verdir, en gros, ce sont un peu les collatéraux, d'accord, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et puis des achats de titres privés. Bon, le petit problème, c'est que les achats de titres touchent à leur fin, précisément parce que la politique monétaire est en train de se resserrer, d'accord. Et l'outil anti-fragmentation annoncé par la Banque centrale, c'est un outil qui porte sur des achats de titres publics et pas sur des achats de titres privés. Donc, si vous voulez, la Banque centrale européenne est en train d'annoncer un verdissement de ces opérations d'achat de titres privés au moment où, en fait, ces achats de titres privés vont cesser. On peut passer rapidement à la slide suivante. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qui a été annoncé, c'est sans doute un grand pas pour la BCE, parce qu'il a fallu sans doute beaucoup de discussions pour arriver à avancer davantage, mais ça reste un petit pas pour le climat. Et on n'a toujours pas, si vous voulez, la prise en compte de ce que je vous expliquais au départ, c'est-à-dire la double matérialité du risque climatique, c'est-à-dire que les banquiers centraux sont prêts à agir pour prendre en compte les risques du dérèglement climatique pour la finance, mais pas encore pour prendre en compte les risques de la finance actuelle sur le changement climatique. Voilà, bon, je terminerai en disant, et on peut passer à la slide suivante, que la Banque centrale européenne, avec ses dernières annonces, est quand même, je dirais, dans le peloton de tête des banques centrales conscientes du rôle qu'elles ont à jouer au niveau climatique. Mais la course est lente, d'accord. La course est bien lente, et pour certaines banques centrales sont bien engagées, comme la Banque d'Angleterre, la Banque centrale de Chine également, mais d'autres sont clairement très en retard, notamment la Fed, et puis pas mal de banques centrales de pays émergents. Slide suivante pour qu'on arrive à aller au bout. Voilà, je terminerai en disant que les banques centrales sont détentrices d'un pouvoir monétaire énorme, et que ce pouvoir monétaire est encore loin d'être au service du financement de la transition. Pour mettre ce pouvoir monétaire au service de la transition, eh bien, il faudrait rétablir l'assistance financière que les banques centrales peuvent apporter aux États. Sans cela, il me semble peu probable qu'on parvienne, si vous voulez, à réaliser tous les investissements massifs dont on a besoin pour la transition. 3 à 4 points de PIB chaque année pendant 10 ans vont devoir être investis dans la transition. Ça comprend des investissements publics, des investissements privés. C'est vraiment une estimation très minimaliste. Et même cette estimation minimaliste, il me semble que sans une mobilisation plus grande des banques centrales, on aura du mal à y parvenir. Voilà. Donc, il y a des choses interdites aujourd'hui, elles sont impossibles, mais elles sont pas impensables. Donc, il faut que nous les pensions, parce que ce sont des choses qui débordent le mandat des banques centrales, et on peut pas demander aux banques centrales de déborder elles-mêmes leur mandat. D'accord? Donc, c'est aux décideurs publics, aux décideurs privés, aux citoyens de vouloir ces changements. Voilà, j'en termine là. Vous avez dans la dernière diapo quelques références permettant d'aller plus loin sur le sujet. J'espère que j'ai pas trop débordé. Merci beaucoup, Isabelle Coupé-Soubeyran, merci. Maintenant, nous allons étudier comment la finance peut être un acteur de la transition environnementale. Et donc, j'invite le panel suivant à venir. Merci, Isabelle Coupé-Soubeyran.